Homme si jeune, si peu visible, a-t-il réussi à imposer sa main de fer dans une région aussi stratégiquement sensible? Et pourquoi, en 2025, le monde entier continue-t-il de marcher sur des œufs dès que son nom est prononcé? Ce script n'est pas un documentaire sensationnaliste. C'est une plongée politique dans les mécanismes du pouvoir totalitaire, une exploration des stratégies de domination et une mise en lumière de ce que ce silence, cet isolement volontaire, dit de notre époque. Kim Jong-un est plus qu'un tyran. Il est un signal, un avertissement, une ligne rouge que le monde regarde, sans jamais oser franchir. Le culte du secret, une stratégie de pouvoir. Dans les démocraties, l'opinion publique impose une forme de transparence. Dans les régimes autoritaires, l'ombre est une condition de survie. Et Kim Jong-un l'a compris bien plus finement que ses prédécesseurs. Chez lui, l'opacité n'est pas une faiblesse, c'est une doctrine d'État. Une stratégie maîtrisée de domination politique à l'ère de l'information. Lorsqu'il accède au pouvoir en 2011, la majorité des analystes parient sur une fragilité, voire un effondrement du régime. Il est jeune, inexpérimenté, inconnu du public. Mais c'est justement ce vide d'information qui deviendra sa première arme. Là où les régimes occidentaux fonctionnent à l'image, au storytelling, à la personnalité publique, Kim Jong-un se construit à rebours, par l'invisibilité calculée. Ce n'est pas une absence, c'est une présence choisie. Kim Jong-un contrôle chaque apparition, chaque photo, chaque rumeur. Il disparaît parfois des radars pendant des semaines, laissant libre cours aux spéculations internationales. Est-il malade? Mort? Renversé? Et pendant que les chancelleries débattent, lui fixe les règles du silence. Dans les cercles du pouvoir autoritaire, cela a une fonction précise. La peur par l'incertitude. Ce que l'on ne voit pas, ce que l'on ne comprend pas, devient plus dangereux encore. Le secret chez Kim Jong-un n'est pas défensif. Il est offensif. Il rend la réaction ennemie imprévisible. Il oblige ses adversaires à l'attente, à l'interprétation, à l'erreur. C'est une vieille tactique, mais adaptée aux codes de notre époque. Dans un monde saturé de données, où chaque dirigeant est surmédiatisé, l'absence devient une rareté stratégique. Là où les autres surcommuniquent pour exister, lui se retire pour peser. Il transforme l'anonymat en autorité. C'est une leçon de communication inversée. Ce n'est pas ce qu'il dit qui importe, c'est ce qu'il choisit de ne pas dire. Mais ce silence a un coût, ou plutôt un rôle politique interne. Dans un régime aussi verrouillé que la Corée du Nord, l'invisibilité du leader est aussi un instrument de verticalité. Plus il est lointain, plus il est perçu comme absolu. On ne gouverne pas la terreur par la proximité. On la gouverne par la distance, par le mystère. Ce que l'on ne connaît pas ne peut être remis en question. Et cela fonctionne. À l'intérieur du pays, cette stratégie renforce le mythe. À l'extérieur, elle paralyse les initiatives. L'exemple le plus frappant reste son absence médiatique en 2020, alors que des rumeurs sur sa santé explosent dans les médias internationaux. Au lieu de démentir, le régime laisse gonfler le doute. Puis il réapparaît, calme, intact, envoyant un message clair. Vous ne contrôlez pas le récit. Moi si. Il y a derrière cette posture une compréhension aiguë des failles de la diplomatie internationale. Kim Jong-un sait que dans un monde régi par la transparence et l'instantanéité, celui qui résiste à l'exposition gagne une forme d'ascendant psychologique. Il devient celui qu'on attend, qu'on craint, qu'on analyse, même quand il ne fait rien. Ce modèle de pouvoir silencieux, insaisissable, n'est pas une régression. C'est une réinvention autoritaire du leadership moderne. Et c'est peut-être en cela que Kim Jong-un inquiète le plus. Il ne joue pas selon les règles visibles de la scène politique mondiale. Il impose ses propres codes et oblige les autres à les accepter, faute d'alternative. Une monarchie nucléaire, le scandale politique du XXIe siècle. Ce n'est pas un chef d'État, ce n'est pas un président, ce n'est même pas un dictateur ordinaire. Ce que Kim Jong-un incarne, c'est une anomalie politique absolue. Une monarchie nucléaire, héritée de père en fils, dans un monde qui se dit post-idéologique et démocratique. Et pourtant, elle est toujours là. Elle menace, elle négocie, elle terrorise. Et elle impose le respect à coups de missiles balistiques. Comment en est-on arrivé là? Comment le monde, si prompt à condamner les dérives autoritaires ailleurs, tolère-t-il sans sourciller la seule dynastie familiale de l'histoire contemporaine à posséder l'arme nucléaire? Le silence autour de cette question est une faute politique majeure.
une complaisance stratégique que l'histoire jugera. Kim Jong-un est le produit direct d'un système fondé sur le droit du sang, et non sur la souveraineté populaire. Il n'a pas été élu. Il n'a pas été désigné par un congrès libre. Il a été imposé, comme on impose un héritier. Et tout l'appareil d'État a été mobilisé pour faire croire à une continuité historique, presque divine, entre son grand-père Kim Il-sung, son père Kim Jong-il, et lui-même. C'est une mascarade monarchique recouverte d'un vernis pseudo-communiste. Mais ce n'est pas du théâtre. C'est du pouvoir, du vrai, de celui qui emprisonne, affame, exécute, exile, de celui qui garde un peuple entier sous contrôle militaire, sous surveillance idéologique, sous embargo mental. Kim Jong-un n'est pas un souverain symbolique. Il est un centre de gravité totalitaire. Chaque décision, chaque politique, chaque discours du régime est subordonné à sa volonté. Son existence façonne la réalité de 25 millions de Nord-Coréens. Et pendant ce temps, les chancelleries diplomatiques, les institutions internationales, les géants économiques ferment les yeux. Pourquoi? Parce qu'il possède le bouton nucléaire. Et dans cette menace, il a trouvé la carte maîtresse, une immunité géopolitique. Kim Jong-un a compris qu'en se dotant de l'arme atomique, il ne se protégeait pas seulement contre une invasion. Il se blindait contre la critique. Il se hissait, de force, dans le cercle des intouchables. Et c'est bien là le scandale. Car pendant que l'ONU émet des résolutions et que les puissances signent des communiqués, Kim Jong-un installe un modèle de régime hors sol. Une monarchie nucléaire, héréditaire, fermée, ultranationaliste, dans un monde censé avoir tourné la page des dictatures féodales. C'est une gifle au peuple. C'est une insulte à l'idée même de souveraineté populaire. Ce qui se joue ici, ce n'est pas seulement la survie d'un régime. C'est un défi lancé à l'ordre politique mondial. Si Kim Jong-un peut transmettre le pouvoir à sa sœur, puis à sa nièce, puis à ses descendants, en brandissant chaque fois la menace nucléaire pour négocier, alors c'est tout le principe du pouvoir basé sur le peuple qui vacille. Car cela signifie qu'une famille, au nom de la peur, peut imposer son règne sur des générations entières, sans qu'aucun garde-fou international ne puisse y mettre fin. C'est ça, le vrai danger. Ce n'est pas seulement Pyongyang, c'est le précédent. Le précédent monstrueux d'un monde qui tolère une dynastie héréditaire armée de missiles nucléaires, parce qu'il est devenu trop cynique, trop divisé, trop fatigué pour s'indigner. Et si on n'est plus capable de s'indigner, alors à quoi bon parler de démocratie, de liberté ou de droit? Kim Jong-un ne gouverne pas seulement un pays. Il humilie une époque. Il force les démocraties à détourner le regard. Et tant qu'on ne nommera pas ce régime pour ce qu'il est, une monarchie nucléaire hors la loi, on restera prisonnier de ses codes. Et complice, malgré nous. Le maître du théâtre nucléaire, stratégie ou chantage? Imaginez une salle sécurisée, sous les sous-sols du ministère d'une puissance occidentale. Autour de la table, des experts en géopolitique, des officiers du renseignement, des analystes en stratégie militaire. Et au centre de tous les briefings de crise depuis plus d'une décennie, un nom, Kim Jong-un. Pas pour ses discours, pas pour ses lois, mais pour ce qu'il peut déclencher à tout moment. Un détonateur humain. Un chef d'État dont chaque mouvement militaire est étudié à la loupe, comme un signal de guerre ou de paix. Car c'est ainsi que Kim Jong-un conçoit le pouvoir, comme un jeu d'équilibre instable, où le moindre test balistique devient un message codé. Il tire des missiles comme on pose des cartes sur une table de poker nucléaire. Et ce n'est pas un hasard, c'est une mise en scène. Les lancers de missiles ne sont jamais gratuits. Ils sont calibrés, chorégraphiés, annoncés parfois à l'avance, parfois non. Et chaque fois, les radars japonais s'affolent, les porte-avions américains changent de cap, les diplomaties occidentales convoquent des réunions d'urgence. Kim Jong-un observe, il jauge, il temporise, puis il frappe à nouveau. Il a compris une vérité crue. Dans un monde polarisé, l'escalade calculée vaut parfois plus que la paix. Tant qu'il agite la menace, il reste dans la partie. Il devient inévitable. Et ce que beaucoup appellent provocation, lui les appelle négociation. En 2017, le monde retient son souffle. Il fait exploser une bombe H. La Corée du Sud prépare ses hôpitaux. Tokyo commence à parler d'évacuation. Trump menace de feu et de fureur. Et pendant que la tension monte, Kim Jong-un obtient ce qu'il voulait depuis toujours, être pris au sérieux. Il sait que sa survie ne dépend pas d'une armée conventionnelle, mais de sa capacité à créer l'illusion du chaos imminent. Et ça marche.
Il réussit même à forcer une rencontre historique avec un président américain en exercice. Une poignée de main, une photo, une légitimation. Kim Jong-un a transformé la menace nucléaire en instrument diplomatique. Pas pour faire la guerre, mais pour acheter le temps, l'espace, le respect. Dans les couloirs des Nations Unies, certains commencent à murmurer « Il est peut-être fou, mais il est rationnel ». D'autres vont plus loin. C'est un stratège du chaos. Un homme qui comprend que la puissance ne vient plus seulement de la conquête, mais de la capacité à tenir le monde en alerte permanente. Et derrière ce jeu de nerfs, une réalité brutale. Kim Jong-un est seul. Aucun véritable allié. Même la Chine le tolère plus qu'elle ne le soutient. Il le sait. Il l'exploite. Le chantage nucléaire est son assurance-vie, son levier ultime. S'il recule, il est fini. Alors il avance, missile après missile, négociation après négociation, comme un joueur qui n'a jamais le droit de perdre. Et ce jeu cynique redéfinit les normes internationales. Car au fond, Kim Jong-un nous pose une question brutale. Qu'est-ce qui fait reculer les grandes puissances aujourd'hui? Une armée conventionnelle? Non. Une économie? Pas vraiment. Ce qui fait plier, c'est l'imprévisible. Le risque total. Le régime qui, en cas de chute, pourrait emporter un morceau du monde avec lui. C'est cette menace diffuse, invisible, insaisissable, qui fait de lui un acteur central. Pas par ses idées, pas par sa légitimité, mais par son potentiel destructeur. Il est devenu l'accélérateur du désordre mondial, non pas parce qu'il cherche la guerre, mais parce qu'il a compris que la paix, sans menace, ne lui offrait aucune place à la table. L'appareil d'État de l'ombre, anatomie d'un régime verrouillé Pyongyang, capitale fantôme, d'apparence moderne, souvent aseptisée, mais dont chaque mètre carré est sous contrôle. Rien n'est laissé au hasard. Pas même la couleur des vêtements des citoyens lors des apparitions de Kim Jong-un. En Corée du Nord, l'État ne gouverne pas, il possède. Il ne régule pas, il conditionne. Et à sa tête, Kim Jong-un ne règne pas comme un président classique, mais comme l'ultime régisseur d'un appareil de contrôle systémique, fondé sur la peur, l'isolement et la loyauté conditionnée. Ce qui fait la force du régime, ce n'est pas sa puissance économique, quasi inexistante, ni sa diplomatie, très limitée. C'est la solidité de ses structures de surveillance. L'État nord-coréen est une pyramide de méfiance verticale. À la base, la population. En haut, Kim Jong-un. Entre les deux, un enchevêtrement de ministères, de départements, de bureaux secrets et d'agents du Bureau général de reconnaissance. Une machine bureaucratique impitoyable qui repose sur une règle simple. Tout le monde surveille tout le monde. Les citoyens sont organisés en cellules de voisinage, souvent appelées Inminban, qui rapportent le moindre comportement suspect. Une parole mal placée, un regard absent lors d'un discours, une absence injustifiée à une cérémonie. Chaque action, chaque mot, chaque livre peut être interprété comme une trahison. C'est le principe du contrôle préventif, inspiré des pires systèmes de renseignement du XXe siècle. Mais ce réseau de contrôle n'est que la première couche. Vient ensuite l'armée, ou plutôt, la militarisation de la société. En Corée du Nord, tout est militaire. L'école, l'agriculture, l'industrie, les arts. Kim Jong-un n'est pas un simple commandant en chef. Il est le cœur symbolique et stratégique d'un État-caserne. Le budget militaire absorbe l'essentiel des ressources. Le prestige d'un individu ne dépend pas de ses compétences ou de ses idées, mais de son degré de fidélité au régime. Puis il y a le Parti du travail de Corée, unique, omniprésent, hiérarchisé, rigide. Le parti ne propose pas des lois, il définit des vérités. Il n'oriente pas un débat, il impose une ligne. Et quiconque s'en écarte est effacé, pas seulement politiquement, souvent physiquement. Car la purge est un outil politique institutionnalisé. Elle ne vise pas seulement à éliminer l'opposition, elle sert de message, de démonstration. Le sort réservé à l'oncle de Kim Jong-un, Jang Song-taek, exécuté en 2013, est resté comme un rappel brutal. Le pouvoir ici ne se partage pas, il s'élimine. Enfin, il y a le culte. Ce n'est pas un mot symbolique, c'est une réalité structurante. La figure du leader est omniprésente. Photos, statues, chants, slogans, films. L'image de Kim Jong-un remplit les vides, les murs, les esprits. Dès l'école primaire,
les enfants apprennent que leur sécurité, leur avenir, leur dignité viennent de lui. Et uniquement de lui. C'est une fabrique massive de dévotion politique, calibrée, répétée, ritualisée. Mais derrière cette architecture du contrôle, il y a une faiblesse fondamentale, l'isolement absolu. Car pour maintenir ce système, la Corée du Nord doit rester coupée du monde. Internet est interdit. Les téléphones étrangers sont bloqués. Les échanges internationaux sont filtrés. Toute ouverture représente une brèche dans le dispositif idéologique. Et Kim Jong-un le sait. Il tient le pays comme on maintient une pression constante sur une cocotte minute. Si une fissure s'ouvre, tout peut exploser. Alors il verrouille, il isole, il purifie, et il attend. En espérant que le reste du monde continue de traiter ce régime comme un problème géopolitique, plutôt qu'un drame humain systémique. Parce que tant qu'on en parle comme d'un pays dangereux, on évite d'en parler comme d'un système politique totalisant, construit pour durer, perfectionné pour écraser. Kim Jong-un, ou la tragédie du pouvoir absolu dans un monde sans repères. Quand l'histoire jugera notre époque, il est possible que le nom de Kim Jong-un n'apparaisse pas seulement comme celui d'un tyran reclus, mais comme le symptôme ultime de notre incapacité collective à encadrer la souveraineté dans un monde globalisé. Car au-delà de la figure de l'autocrate nord-coréen, ce qui interroge, ce qui dérange, c'est la tolérance passive de l'ordre international à l'égard de ce type de pouvoir. Kim Jong-un règne dans un monde où les institutions multilatérales sont affaiblies, où la souveraineté est brandie comme un bouclier contre toute critique, où les démocraties reculent, non pas par la force des armes, mais par l'épuisement moral des peuples à qui on a vendu des libertés sans sécurité et des promesses sans vision. Il faut poser la question sans détour. Comment un régime aussi fermé, aussi brutal, aussi inefficace économiquement, peut-il survivre à l'ère du numérique, à l'ère de l'information, à l'ère des sanctions? La réponse est glaçante, parce qu'il n'est pas isolé de par sa faiblesse, mais protégé par l'indifférence cynique du système mondial. Kim Jong-un est l'enfant de plusieurs tragédies. La division de la péninsule coréenne, l'échec de l'ONU à imposer ses résolutions, l'utilisation géopolitique de la Corée du Nord comme une carte dans le jeu d'échecs sino-américain. Il est ce que produit un monde qui a cessé de croire en l'universalisme politique. Il est le rejeton monstrueux d'un monde qui accepte le chantage nucléaire comme une forme légitime de diplomatie. Mais il est aussi le reflet, bien que grossier, des fantasmes de bien des pouvoirs. Être inattaquable, être craint, être au centre du monde sans jamais en dépendre. Ce que Kim Jong-un incarne, c'est le fantasme ultime de la verticalité absolue. Un seul homme, une seule voix, une seule vérité. Et cela, même en Occident, séduit encore. Car dans les moments de crise, dans les périodes de chaos, l'appel de l'autorité simple et ferme ressurgit. Ce n'est pas Kim Jong-un qui est en décalage avec le XXIe siècle. C'est le XXIe siècle qui, parfois, se rapproche de Kim Jong-un. C'est pourquoi le débat n'est plus seulement comment faire tomber le régime nord-coréen, mais comment faire en sorte qu'aucun autre Kim Jong-un ne puisse émerger, ailleurs, sous d'autres formes. Car derrière le masque de la dictature isolée, il y a un test permanent pour notre rapport à la souveraineté, à la responsabilité politique et à la vérité. Kim Jong-un démontre chaque jour qu'un État peut exister sans presse libre, sans opposition, sans commerce, sans Internet, sans opinion publique. Il nous oblige à poser cette question dérangeante. Est-il possible qu'un État survive uniquement sur la peur? La réponse est oui, il le prouve. Et c'est cela, au fond, qui devrait nous alarmer plus que ces missiles. Car si un tel régime peut survivre, prospérer, négocier avec les plus grandes puissances, apparaître dans les sommets internationaux, alors qu'est-ce que cela dit de nous? Qu'est-ce que cela dit de la communauté internationale? De nos institutions? De notre morale politique? Le vrai danger, ce n'est pas que Kim Jong-un soit un dictateur. C'est que le monde ait appris à vivre avec ça, sans que cela ne choque plus personne. Sans que cela ne mobilise, ne soulève, ne réveille. Il est là, silencieux, distant, caricatural, mais constant. Et pendant ce temps, les principes fondamentaux des droits de l'homme, de la démocratie, de la liberté, sont devenus des slogans creux dans les couloirs diplomatiques. Kim Jong-un, c'est la persistance du pouvoir brut dans un monde supposé civilisé. Il n'a pas seulement défié la logique. Il a révélé que cette logique n'était peut-être qu'un vernis. Et que derrière ce vernis, la brutalité politique a encore de beaux jours devant elle. Ce n'est pas lui le problème, c'est notre silence collectif.
Voilà ce que révèle Kim Jong-un, en creux, en silence, en ombre. Ce n'est pas seulement l'homme qui interroge, c'est le monde qui tolère son existence. Ce n'est pas un simple dictateur que nous avons décrit. C'est une anomalie que l'humanité a acceptée comme un fait accompli, parce que c'était plus simple que d'y faire face. Et c'est ça, le vrai scandale. Parce qu'au fond, Kim Jong-un ne fait que jouer la partition que les puissances mondiales lui ont permis de jouer. Il a compris le jeu international. Il suffit de faire peur, d'être imprévisible, de verrouiller son peuple, de se doter de l'arme nucléaire pour être traité comme un partenaire légitime. Pas comme un criminel, pas comme un ennemi, mais comme un interlocuteur. Et ce jeu, il le maîtrise mieux que beaucoup d'entre nous n'osons l'admettre. Mais toi qui regardes cette vidéo, pose-toi cette question simple. Combien d'autres Kim Jong-un sommes-nous en train de laisser grandir? Combien de régimes autoritaires, en ce moment même, s'inspirent de ce modèle? Combien de peuples sont enfermés derrière des murs idéologiques pendant que nous scrollons, partageons des contenus et passons à autre chose? Il y a une chose que l'histoire a prouvée, encore et encore, l'indifférence est le carburant des régimes totalitaires. Ce n'est pas la haine, ce n'est pas la guerre, c'est l'inaction, le confort, le silence. Chaque fois que nous détournons les yeux, un autre mur se renforce quelque part. Un autre peuple s'éteint en silence. Une autre vérité est effacée. Alors voici ce que tu dois faire maintenant. Commente, réagis, exprime-toi. Pas seulement pour faire monter l'algorithme, pas pour flatter l'ego de cette vidéo, mais pour briser cette spirale du silence, pour faire entendre que nous ne sommes pas dupes, que nous savons, que nous voyons, et que nous refusons de normaliser l'inacceptable. Sauvegarde cette vidéo, pas pour l'archiver dans ta mémoire numérique, mais pour t'en souvenir comme d'un signal d'alarme. Car aujourd'hui, c'est la Corée du Nord. Demain, ce peut être ailleurs, plus proche, plus insidieux, plus déguisé. Kim Jong-un n'est pas un monstre d'un autre temps. Il est un miroir déformant de notre époque. Et tant que nous ne briserons pas ce miroir, nous resterons spectateurs d'un théâtre cruel, où la vérité meurt en silence, et où le pouvoir absolu s'installe sans résistance. Alors décide, réagis, partage, et surtout, n'oublie pas.